Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour et bienvenue donc pour cette première conférence inaugurale sur la sollicitation exponentielle des secours. Juste avant de commencer, nous regrettons malheureusement l'absence du colonel Éric Faure, président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, qui pour des questions d'agenda malheureusement ne pourra pas être là. Mais le docteur Erdjen, vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, pourra le représenter. Merci donc à tous d'être ici. Avant de laisser la parole aux intervenants, je vais me permettre de les présenter. Donc nous avons, dans le désordre, mais ils vont peut-être lever une main si vous ne les connaissez pas, le professeur Jean-Pierre Tourtier, médecin-chef de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. C'est le seul en uniforme, il est facile à reconnaître. Le docteur Patrick Erdjen, vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Monsieur Patrick You, gérant de la société Assistance Ambulance qui est basée à Nantes. Ainsi que Philippe Secondy, qui est infirmier d'encadrement, infirmier en chef adjoint du service d'incendie et de secours du Rhône et de la métropole de Lyon. Voilà, donc avant de les laisser présenter leur sujet, je vais faire un petit rappel de quelques chiffres qui vont pouvoir illustrer un petit peu cette sollicitation exponentielle des services de secours. Donc je m'appuierai principalement sur l'enquête de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, donc de son enquête 2013. Voilà, donc en 2013, puisque les chiffres de 2014 ne sont pas encore parus, 4 295 500 interventions, soit 1% de plus par rapport à 2012, mais 15% par rapport à 2003, donc en 10 ans, plus 15%. Voilà, avec certes une baisse du nombre d'incendies, mais bien sûr, ce qui représente la majorité de l'activité des services de secours aujourd'hui, le secours à victimes, avec une augmentation cette année de plus de 2% encore. Donc ces chiffres établis, je vais laisser la parole au docteur Erdjen, qui va donc nous faire un état des lieux de cette problématique que rencontrent en particulier les sapeurs-pompiers, mais tous les acteurs du secours. Voilà, nous regrettons aussi l'absence du SAMU, malheureusement, qui a bien sûr été invité, mais qui apparemment ne pouvait pas être là pour des problèmes d'agenda aussi. Voilà. Je mets vos slides. Ouais. Alors si vous voulez, pour les passer, c'est la touche verte. Si vous voulez revenir en arrière, la touche rouge. Et ça, c'est un petit laser si vous avez besoin. D'accord, la verte pour aller en avant. Voilà, la grosse touche pour aller en avant. Et en orange, on ne voit pas l'écran. Vous avez un retour ici. Ah oui, ici. Voilà. Très bien. Sinon, il y a aussi vous sur pouvez le... lancer, ça vous en dit quoi? Je vais le lancer, moi, il n'y a pas de problème. Donc on essuie les plâtres avec la technique, vous avez compris. Voilà, c'était bon. Voilà, messieurs les officiers généraux, mesdames, messieurs, mes chers collègues, je suis content de voir effectivement, ça vient d'être dit, mais beaucoup d'amis, beaucoup de personnes qu'on ne retrouve qu'à l'occasion de ces événements. Et puis il y a quelques jours, quand le colonel Éric Faure, président de la Fédération, m'a dit écoute, je ne vais pas pouvoir être là, il était prévu qu'il vous présente cet exposé. Voilà, j'étais à la fois ravi de vous rencontrer. Et puis navré qu'on répète toujours avec la même personne puisque j'interviendrai sur d'autres sujets. En tout cas, je voudrais vous exposer le point de vue des sapeurs-pompiers en France concernant l'évolution des missions. Il y a quelques années, alors j'ai du mal, je ne sais pas si c'est les lunettes ou l'écran, mais j'ai du mal à lire exactement ce qui est écrit, mais enfin en tout cas, il y a quelques années on communiquait en expliquant un départ toutes les 7 secondes. Et on expliquait ainsi qu'on était très souvent sollicité. Alors quand on dit ça, on tient un discours ambivalent parce que on veut dire à la fois on est très important, on est des personnes absolument indispensables, vraiment c'est très chouette. Et puis en même temps, on souligne la difficulté que ça peut occasionner parce qu'effectivement, c'est compliqué d'intervenir aussi souvent que ça. Alors, lorsqu'on revient en arrière, mais ça a déjà été fait, on se rend compte que cette sollicitation, oui, elle est exponentielle. Exponentielle, c'est pas tout à fait exact, c'est une formule mathématique, mais enfin en tout cas, elle est croissante. Elle est croissante de manière continue, puisque je crois qu'à ce jour, on n'a pas encore vu de réelle stabilisation, ni encore moins de décroissance. Donc tout ça nous pose des questions. On commence à l'après-guerre. À l'après-guerre, on retrouve sans doute le début, l'embryon du système actuel, mais on n'est pas aussi éloigné que ça
de l'après-guerre tout de même. À beaucoup d'égards, et notamment si on considère un peu les techniques de secourisme qu'on met en œuvre aujourd'hui, elles sont quand même directement les héritières de ce qui était après-guerre, même si on a considérablement modernisé quelques points, on reste quand même sur ces schémas-là. Mais ce n'est pas l'objet, en tout cas, depuis 92, époque un petit peu plus récente, un peu plus d'une vingtaine d'années, on voit qu'on a considérablement accru la sollicitation des services d'incendie et de secours. Si on s'attarde un tout petit peu sur les grandes catégories d'intervention, on observe, mais ce n'est pas une surprise, ça a déjà été dit, et vous le savez, on observe que ce qui augmente, c'est notamment le secours d'urgence aux personnes, alors on peut l'appeler de différentes façons. Je reviendrai quelques instants sur cette évolution sémantique que nous essayons d'opérer, mais en tout cas, on observe très clairement qu'on augmente ce nombre d'interventions-là, que les interventions pour les incendies sont globalement assez stables, même si elles tendent à décroître, et que les autres opérations de secours tendent également à décroître. Alors les autres opérations de secours, c'est extrêmement vaste, ça va depuis la lutte contre les pollutions jusqu'à la description de nids d'hyménoptères, mais elles tendent à décroître parce que les services d'incendie et de secours essayent de contenir un peu cette croissance en restreignant le périmètre de l'intervention. Alors effectivement, quand les services d'incendie et de secours ont constaté qu'on partait souvent détruire des nids de guêpes, ils ont fini par avoir une doctrine sur les nids de guêpes, et puis en se disant, ma foi, on ira les détruire que quand ils sont vraiment, quand ces charmants insectes sont vraiment dangereux pour les personnes. Et puis on ne le fera pas dans les autres cas. Et puis on a fait pareil avec les ascenseurs. On s'est dit, on nous sollicite beaucoup pour aller débloquer des cabines d'ascenseurs. Est-ce que c'est vraiment toujours du secours? Peut-être pas toujours. Alors on va avoir une doctrine, et puis on a une doctrine pour les cabines d'ascenseur, et aujourd'hui elle est un peu variable, mais enfin on débloque une cabine d'ascenseur quand on pense qu'à l'intérieur la personne qui est bloquée est en danger. Enfin vous remarquerez quand même qu'en valeur absolue, on n'a pas considérablement transformé le paysage. Et effectivement on a beaucoup plus de mal à répondre d'une manière aussi rationnelle à cette inflation opérationnelle relative au secours aux victimes, au secours aux personnes, comme on voudra, c'est la même chose. Parce que la matière n'est pas la même, parce que c'est relativement facile d'avoir une doctrine assez rapidement pour aller détruire ou pas les nids de guêpes. C'est un petit peu compliqué de savoir dire non à quelqu'un qui sollicite des secours, et par construction, par hypothèse, et on ne souhaite pas changer cette hypothèse, les services de secours sont là pour porter secours. Et on ne souhaite pas avoir à dire non. On souhaite peut-être avoir à dire comment, pourquoi, mais on ne souhaite pas avoir à dire non aux personnes. Alors aujourd'hui, donc les chiffres d'aujourd'hui, c'est l'activité 2013, mais ça vient d'être dit, c'est un peu plus de 4 millions d'opérations de secours, dont les 3/4, un peu plus des 3/4 même, sont des secours d'urgence aux personnes. Et tout ça, ça fait donc à peu près autant de personnes prises en charge. On distingue, c'est classique, on distingue les accidents de la circulation des autres motifs de secours d'urgence aux personnes. C'est un peu artificiel, parce que lorsqu'on intervient pour un accident de circulation, c'est essentiellement pour porter secours aux personnes. Donc vous trouverez ces pourcentages qui ne font pas l'objet de discussion, puisqu'ils sont aujourd'hui archi connus. Ce qui est un peu plus intéressant, c'est d'observer la répartition, la distribution au sein de ces opérations de secours aux personnes de catégories un tout petit peu plus fines, ou alors en tout cas un tout petit peu moins grossières. Parce que dire on fait 3,4 millions d'interventions de secours aux personnes par an, c'est mélanger des choses aussi dissemblables que peuvent être une chute avec un traumatisme mineur, un arrêt cardiaque, une crise d'asthme très grave, quelqu'un qui est défenestré, une situation de détresse psychologique, psychiatrique. Et c'est assez difficile de parler sur une matière aussi inhomogène. Tout ça, ce sont les chiffres de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Et vous observerez, alors j'ai vraiment du mal parce que je ne suis pas capable de lire les rubriques, mais en tout cas vous observerez que la première est constituée de personnes malades, entre guillemets, à domicile, réputées porteuses de détresse vitale. Et puis ensuite, vous avez toute la distribution d'autres motifs. Et puis vous trouverez quelque part, mais c'est un petit peu plus bas,
les situations de carence d'ambulance. Alors je vais revenir sur ce point-là, parce qu'il va être l'occasion de... Comment dire ? Il va être l'occasion de dire que la politique aujourd'hui développée, je vais le dire clairement par la Fédération et par les sapeurs-pompiers, elle est d'en finir un petit peu avec cette vision binaire et parfois conflictuelle. Moi, je regrette qu'on présente les données, ces données, s'agissant des malades à domicile, comme soit on est dans de la détresse vitale, soit on est dans de la carence d'ambulance. Dire qu'on est de la carence d'ambulance, c'est une façon de dire, bah, écoutez, les autres ne font pas leur boulot, donc on va le faire. Ce n'est pas aujourd'hui la vision qui est celle de la Fédération. Et c'est schématiquement pas aujourd'hui la vision des sapeurs-pompiers que d'avoir cette sorte d'opposition, et puis, disons-le, de tension. Aujourd'hui, notre réflexion face à ces chiffres-là, c'est de se dire que la sollicitation augmente, et on peut discuter des raisons pour lesquelles elle augmente, mais elle tient probablement d'une part un corps social qui est plus exigeant dans la réponse attendue des services publics, et peut-être d'autre part à la décroissance de certaines autres réponses, puisqu'aujourd'hui il y a je vais parler des gardes médicales, on a une réponse médicale qui n'est plus tout à fait la même, mais on pense qu'il est absolument inopportun de désigner les uns les autres comme responsables et surtout d'opposer les uns aux autres. Nous pensons qu'il nous appartient aujourd'hui de mieux dessiner le périmètre des missions de chacun, de mieux dire concrètement, face notamment à cette répartition, et puis on peut le faire plus finement encore, qu'est-ce qui est le plus opportun pour la victime ? Est-ce que la victime a besoin de tel acteur, sapeur-pompier ? Est-ce que la victime a besoin d'un transporteur sanitaire ? Est-ce que la victime a besoin d'une ressource d'une association agréée de sécurité civile ? Quand je dis une ressource, ça peut être un véhicule, mais ça peut être aussi un autre type d'organisation. De quoi a besoin cette personne, et non pas de dire « nous on était là à tous les coups, et puis vraiment quand les autres n'étaient pas là, c'était de leur faute ». Nous pensons qu'il est urgent de redéfinir, pas de le transformer, mais de mettre au point le périmètre de la mission. Parmi cette colonne de gauche, parmi ces situations à domicile dites de détresse vitale, il y a certainement beaucoup de situations qui ne relèvent pas de détresse vitale et pour lesquelles peut-être les sapeurs-pompiers occupent une place qui n'est pas forcément la leur. Donc notre objectif aujourd'hui, ce n'est pas de dire on veut faire de plus en plus d'interventions parce que nous sommes des gens très importants. Notre objectif, ce n'est pas de dire on va freiner le flux et on va fermer les robinets parce que vous comprenez, ça nous coûte très cher et c'est très compliqué. Notre objectif, il est de dire où est-on utile, où est-on pertinent, dans quelle situation il est rationnellement opportun d'engager des secours, aujourd'hui avec 3 sapeurs-pompiers, avec tel matériel, avec telle contrainte, et dans quelle situation il est peut-être opportun d'apporter une autre réponse. C'est facile de fermer le robinet quand on est sur une matière qui n'est pas une matière humaine. Nous ne pensons pas du tout qu'il soit opportun de fermer le robinet d'une manière abrupte, sans réfléchir un petit peu plus à ce tri qui doit être fait dans les situations. 2 points. Le coût des interventions. Aujourd'hui, les services d'incendie et de secours ont plus des 3/4 de leurs coûts de fonctionnement qui sont des coûts fixes. Ce n'est pas uniquement un coût financier, la difficulté. La difficulté dans la croissance dite exponentielle des secours, elle n'est pas uniquement financière. Parce que ce qui coûte cher, ce n'est pas d'envoyer un engin, une réponse. Ce qui coûte cher, c'est d'avoir la capacité d'envoyer un engin. Ce qui coûte cher, c'est d'avoir schématiquement une couverture territoriale, des hommes et des moyens. Et une fois que vous avez constitué cette couverture territoriale avec ces hommes et ces moyens, vous avez dépensé plus de les 3/4 de ce que ça va vous coûter. Et d'envoyer ou de ne pas envoyer les secours, ça représente un coût marginal. Donc la question, elle n'est pas tant financière, bien sûr qu'elle est financière. Ce n'est pas totalement dénué de conséquences financières. Mais en premier lieu, elle tient à l'organisation des secours, à la sollicitation, aux limites capacitaires des individus, c'est-à-dire combien de fois je peux me lever la nuit pour envoyer des secours,
pas pour porter secours? Combien de fois je peux solliciter des personnels qui ne sont pas que des professionnels, comme vous le savez, qui sont chez les sapeurs-pompiers en France, 80% de sapeurs-pompiers volontaires? Combien de fois je peux les solliciter sans que ça craque, pour rester toujours capable d'envoyer des secours à chaque fois qu'ils sont nécessaires? Donc, ces maladies à domicile ne sont pas toutes des urgences vitales parce que l'écrasante majorité d'entre elles font l'objet d'un transport non médicalisé. Quelques-unes sont retrouvées décédées et quelques-unes bénéficient d'une médicalisation. Je ne vais pas m'étendre d'autres mesures sur cette catégorisation, simplement dire que nous pensons que l'analyse qualitative de ces opérations de secours doit progresser, qu'aujourd'hui notre statistique n'est pas assez fine pour réellement être capable d'opérer ces choix et de dire ici c'est telle réponse, ici c'est telle réponse. Peut-être que le professeur Tourtier en parlera, mais la brigade de sapeurs-pompiers de Paris développe aujourd'hui une démarche qui nous paraît très intéressante et sur laquelle on lorgne de très près, ils le savent. Parce qu'ils sont en train de concrétiser ce que je suis en train de vous dire de manière très générale. Ils sont en train de développer, mais ce n'est pas moi qui vais en parler, au traitement de l'appel, au 18, ils sont en train de développer cette façon d'opérer ces choix de manière la plus rationnelle possible, et deuxièmement, ils sont en train d'étudier quelle peut être la réponse la mieux adaptée, qui n'est pas forcément la réponse univoque qui a toujours été. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la clé de cette gestion de la sollicitation opérationnelle, de notre point de vue, elle repose sur l'analyse qualitative et pas uniquement quantitative de l'activité. J'aurais dû laisser la dernière diapo, peu importe. Elle repose sur l'analyse qualitative de ce qu'on fait, premièrement, et deuxièmement, elle repose sur un travail qui doit être fait dans les centres de traitement d'alerte, un travail qui n'est pas celui de la régulation médicale, qui est autre chose, qui est de qualifier la demande de secours. Et je vais en achever avec cela. Oui, nous connaissons une sollicitation croissante. Oui, nous devons y faire face. Oui, elle pose des questions, et tout ça sont des lieux communs. En revanche, ces questions ne sont pas uniquement financières, loin s'en faut. Ces questions sont plutôt celles de notre capacité à toujours pouvoir envoyer des secours. Ce qui coûte cher, ce n'est pas le nombre de départs. Ce qui coûte cher, c'est de construire un mécanisme qui permette d'envoyer des départs. C'est cette couverture opérationnelle qui est onéreuse. Elle doit être conservée et elle représente des enjeux de disponibilité humaine et de maillage territorial. C'est des casernes le plus près possible et des hommes et des femmes pour monter dans les engins. Et c'est ça l'enjeu. Il n'est pas uniquement financier. La contrainte financière actuelle nous réveille un petit peu si on était assoupi. Mais l'enjeu, ce n'est pas on veut partir moins pour gagner de l'argent. L'enjeu, c'est on veut partir quand c'est utile pour être toujours disponible lorsqu'on a besoin de nous. Je vous remercie. Merci docteur. Vous l'avez dit, maintenant nous allons commencer à aborder un peu les solutions qui existent. Et donc je vais demander au professeur Tourtier de venir nous parler d'algorithmes de décision et de débruitage. Voilà, deux mots qui peuvent vous paraître un petit peu barbares comme ça, mais que le professeur Tourtier va vous expliquer. Il faut que je vois les diapos. Alors sinon, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un micro main Je vais prendre un micro. et puis vous mettre... c'est vrai que c'est pas très... C'est bon, automatiquement. Ouais, il y a la régie. On va changer de diapo. C'est le vert. Ici, pour revenir en arrière, le rouge, et vous avez un laser en bas. Monsieur l'académicien, mesdames et messieurs, mes chers camarades, je remercie vivement les organisateurs d'avoir l'opportunité de discuter avec vous d'un point qui est notre quotidien à tous, quelle que soit notre place dans les secours, qui est la décision d'intervention et le débruitage. Pour être très simple, quand on prend, à titre simplement d'exemple, ce qui se passe au niveau de la BSPP, on se retrouve avec un secours à victimes avec 2,2 millions d'appels
par an de demandes de secours. Et une réponse qui a été jusqu'à présent relativement uniciste, peut-être même un peu monolithique, à savoir envoyer un VSAV de 3 personnes en 8 minutes, voire 7 appelants, avec 3 secouristes professionnels, et ensuite une prise en charge qui, là encore, était uniciste, avec le plus fréquemment, dans une très grande majorité, un transport vers les structures d'urgence. Et ce système était, en 2013, à bout de souffle. À bout de souffle, et c'est illustré par 2 points. Le premier, pour les acteurs, une vraie lassitude, le sentiment d'être le taxi le moins cher vers les urgences. Et d'autre part, et c'est ce qu'a bien illustré le docteur Erdgen, à force de laisser les VSAV s'égayer sur toute une kyrielle de missions, ce qui ne sont pas véritablement le cœur de mission, justement, on finit par être en retard, par exemple pour un arrêt cardiaque, où là, 1 minute de retard, c'est 10% de survie en moins. Et c'est ça qui apparaissait dans nos statistiques. Dès lors, il a fallu faire une double manœuvre, d'une part de débruitage, d'autre part de triage. Mais regardez, là pour le débruitage, c'est un impératif dans notre structure. Quand on regarde l'appel au 15, c'est 340 000 appels par an, indus, c'est-à-dire sans aucun rapport avec les secours, 45%. L'appel au 112, sur un seul département, le 92, 153 000, et les appels indus, aucun rapport avec une demande d'urgence de secours, 70%. Et quand on compare la part des appels sans rapport avec l'urgence entre le 15 et le 112, c'est vivement en défaveur du 112. Donc c'est bien là qu'il faut faire du débruitage, et vous devez utiliser vos personnels, ceux qui prennent les appels, dans leur valeur ajoutée technique, qui est celle du triage. Et c'est pour ça qu'on va doucement vers l'utilisation sur Paris d'un serveur vocal interactif. Maintenant, venons-en au triage. Et plus modestement que les statistiques nationales qu'a présentées le docteur Erdgen, on voit là, d'année en année, cette croissance de 2 à 3% annuelle d'une demande d'intervention de par la population. On a répondu longtemps, il faut le dire aussi, à cette demande croissante par une croissance homothétique du nombre de personnel et de matériel, crise économique, mesures économiques, impossibilité d'augmenter les moyens en matériel et en personnel, et dès lors apparaît cette rupture. On cherche à augmenter le nombre de départs et on n'en peut plus. Justement, parlons triage. Une diapositive pour présenter les enjeux. Le triage au 1812, il y a des envois de VSAV qui sont parfaitement justifiés, ici en vert, qui sont volontiers, 10% des cas, renforcés d'une UMH ou d'une ambulance de réanimation. Il y a des envois de VSAV qui apparaissent injustifiés, on aurait pu proposer autre chose aux patients. Il y a des non-envois justifiés de VSAV, la majeure partie des appels finalement, et puis il y a ce qu'on redoute, à savoir on aurait dû envoyer un VSAV pour modifier le parcours de soins du patient, et on ne l'a pas fait. Et finalement l'enjeu va être de diminuer le surtriage sans augmenter le sous-triage. C'est-à-dire, pour des envois qui sont injustifiés, d'envoyer moins et pour autant de fournir une réponse au patient par ce triage. Et la réponse, ça peut être la permanence des soins ambulatoires, d'autres acteurs. Et puis de bien serrer ce qu'il devient du sous-triage, c'est-à-dire ces non-envois non justifiés, il serait insupportable, injustifiable que ce nombre augmente. Justement, analysons finalement cette sollicitation exponentielle des secours et l'état des lieux et des solutions à travers une matrice SWOT, des forces, faiblesses, opportunités et menaces. Opportunité, c'est qu'on voyait apparaître en 2013 que le service rendu aux patients était perfectible en termes de filière, de saturation des SAU et du transfert d'informations entre nos secouristes professionnels et les infirmières d'accueil aux urgences. Autre point qui est apparu, c'est les réarticulations de la PHP sur la plaque parisienne, notamment à travers ce qui s'est passé à l'Hôtel-Dieu, et l'impératif de trouver un accord de fonctionnement avec les SAMU et les SAU. Enfin, était flagrant la surcharge des urgences. Or, la BSPP, c'est 1/3 des admissions aux urgences de patients adultes. Donc tout de suite, une dimension significative sur cet indicateur de performance. Et puis cette crise qui nous oblige à rajouter à l'efficacité, le système est extrêmement efficace, mais une efficience. Et enfin, la volonté des tutelles, des autorités de régulation. Les menaces, elles sont réelles. Ce n'est pas parce que les gens nous appellent et qu'on ne se sent pas impliqués parce qu'on n'a pas de valeur ajoutée dans la prise en charge qu'il faut que les gens soient sans réponse. Et notre devoir, puisque le secourisme est un humanisme, je souscris entièrement à cette phrase, c'est de fournir aux réponses, même à quelqu'un qui appelle pour des raisons simplement d'anxiété ou parce qu'il a une difficulté sans rapport avec les secours. Et ça se travaille en amont. Vous avez compris l'enjeu du sous-triage, il serait insupportable de le voir augmenter.
On représente tout de suite un enjeu de santé publique sur le territoire de santé. On doit prendre en charge des particularités comme l'égalité d'accès aux soins. Les filières alternes, plurielles, ne sont pas toutes les mêmes en fonction du département où on habite. C'est différent dans le 5e arrondissement que dans certains quartiers du 93. Autre point qui est essentiel, dans un pays en crise, l'image du service public est essentielle. Une manière de cohésion nationale, c'est heuristique de justice. Le fait que quand il va nous arriver une tuile sociale, médicale, de secours, on va être bien traité. Or, il y a deux acteurs qui véhiculent une image remarquable dans ce domaine. C'est d'une part tous les pompiers de France et d'autre part tous les SAMU. Et ces deux images qui sont essentielles à la cohésion nationale, elles ne doivent pas se mettre en concurrence, mais au contraire se répondre. Enfin, disons-nous les choses, il y a des vieux démons relationnels entre les blancs et les rouges. Et puis, la mesure est restée discrète sur Paris parce qu'on ne voulait pas avoir d'interférence politique, notamment à travers les élections municipales. Je vous dis les choses en toute transparence. Il y a aussi des enjeux internes à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Quels sont-ils ? Une enquête auprès de nos personnels qui montrait cette saturation des acteurs, le rapport sur le moral, des difficultés de recrutement. On n'avait plus que 2 candidats pour une place. On est bien remonté depuis. Des difficultés de fidélisation. Le taux de réengagement s'était affaibli. Et puis, sans y faire de lien, quand la mission au quotidien perd son sens, eh bien, il est possible que dans un groupe, on puisse favoriser quelques déviances. Ça correspondait clairement à la volonté du général commandant la brigade. Et puis, le vrai changement à la brigade, c'est qu'il n'y ait pas de changement. Tout changer pour que rien ne change, c'est vraiment cette aptitude au changement. Les faiblesses en interne, eh bien, sont des modifications culturelles. Dire à quelqu'un qui va toujours chercher à répondre, à partir à 3 en 8 minutes pour une intervention, éventuellement sans rapport avec les secours, qu'il va falloir dire non, c'est une vraie rupture de fonctionnement. Et il ne faut pas être ambigu sur les objectifs, qui sont de se reconcentrer sur la valeur ajoutée du secourisme pour modifier un parcours de soins d'un patient, finalement une perspective de vie. Enfin, on crée de la frustration chez les Parisiens avec un risque de contentieux de plainte qui augmentait. Et puis, si on reprend le mode de raisonnement d'une infirmière d'accueil aux urgences, nos secouristes ne sont pas des infirmiers. Et donc, il faut certes reprendre les termes pour favoriser la communication, puisque tout est centré sur le patient, donner les bonnes informations à l'équipe du SAU, mais pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, et donc s'approprier seulement le vocabulaire sans qu'il y ait glissement de tâches. La construction, elle a besoin d'un rationnel scientifique. Et là, je remercie vivement la Société française de médecine d'urgence, à travers sa commission qualité et évaluation, dont j'ai l'honneur d'être membre, qui a travaillé sur le tri, en gros, en 2013 et 2014. Et vous voyez ici, finalement, le raisonnement de l'IAO, qui est en 5 catégories, et qui va, en fonction d'une lecture de catégorie du patient, chercher à avoir une réponse infirmière, médicale, dans un délai après l'admission au SAU. Et c'est le même raisonnement que l'on tient en termes de triage des appels. Je vais le présenter différemment. On a eu besoin d'abord de faire un accord d'experts, et on l'a fait de manière discrète, avec le partenaire du SAMU 75 et la volonté notamment du Dr Marx et du professeur Carly. Ensuite, on a bénéficié des autres acteurs du territoire de santé, une surexpertise très utile de l'arbre de tri par le SAMU 92, 93, 94, qui ont énormément apporté. Et ensuite, parallèlement, on a construit un tableau de bord pour évaluer pour les patients, parce que c'est pour eux qu'on fait ce travail, ce qu'il advenait de nos prises en charge et aussi de nos non prises en charge. Et finalement, au-delà de l'arbre d'aide au tri que je vais vous proposer, le plus important est certainement d'y associer la démarche qualité que je ne vais pas pouvoir avoir le temps de vous présenter. Je vous présenterai juste un indicateur en avant-première sur la dernière diapositive, c'est-à-dire une évaluation continue pour tout de suite, le plus rapidement, proposer les mesures correctrices partagées sur le territoire de santé et essayer là encore d'évaluer leur pertinence ou non. Vous voyez que ce niveau de preuve scientifique, niveau expert, il est extrêmement faible. C'est le plus faible niveau de preuve au niveau scientifique. Donc il est essentiel de hisser le niveau de preuve. Et c'est là encore ce tableau de bord qualité qui vous permet de montrer que le parcours de soins a été amélioré entre avant cette modification, cette rupture du triage des appels au 1812 et après. Vous voyez, je vous illustre vraiment de manière extrêmement simple le mode de fonctionnement.
l'opérateur, parce que dans le groupe de travail, le centre, c'était l'opérateur, ce n'était pas les médecins qui participaient au groupe de travail, c'est eux qui ont corrigé au niveau ergonomique notamment, et au niveau de la sémantique, tous les éléments qu'on a pu apporter. Il fait le choix entre une femme enceinte, des enfants, des adultes. Ensuite, dans des grandes catégories de motifs d'appel, on est bien dans l'analyse de l'appel instantanément, cardiovasculaire, circonstanciel, digestif. On retrouve des termes un peu médicaux, traumatologie. Et puis ensuite, si on zoome sur une catégorie comme cardiovasculaire, eh bien, vous voyez, arrêt cardio-respiratoire, douleur thoracique, fréquence cardiaque anormale, hypertension, qui est donnée par le patient, hypotension. Illustrons cette modalité de tri en prenant le cas d'un appel pour un patient qui s'est pris la tension et qui se découvre une hypertension supérieure à 160 mm de mercure. On est centré sur le sous-triage qu'on va absolument éviter. Donc toujours, on rappelle à l'opérateur ce qui est en rouge. Il doit chercher à identifier tout de suite un coma débutant, une détresse respiratoire, une détresse circulatoire. Et le rouge, ça signifie le départ immédiat d'un VSAV et d'une UMH ou d'une ambulance de réanimation. Ensuite, orange, il doit rechercher dans les antécédents un anévrisme aortique, une douleur abdominale, une douleur thoracique présente, des céphalées brutales et intenses, la paralysie d'un membre ou d'un autre signe d'AVC. Ça, c'est de l'orange. On envoie le VSAV en départ d'e-réflexe et l'appel est passé à la coordination médicale pour que le médecin continue l'interrogatoire et décide ou non l'envoi d'un moyen médical, ambulance de réanimation ou UMH. Enfin, le cas des blanches, épitaxiste non arrêté par compression, un VSAV part, avec un délai un peu plus lax que d'habitude, pour aller mieux comprendre ce qui se passe pour ce patient. Aucun des signes ci-dessus, on est dans le cas des vertes, l'appel est transféré tout simplement au SAMU, parce que statistiquement, à 95%, ça va correspondre simplement à un acte, par exemple, de permanence des soins ambulatoires. Et puis, pour l'opérateur qui prend la personne au bout du fil, on rappelle des conseils pratiques de prise en charge. Même chose pour les allergies, toujours cette préoccupation du sous-triage, coma, détresse respiratoire, détresse circulatoire, recherchez-les les opérateurs. Et ensuite, on cherche des signes depuis moins de 2 heures suivant le contact. Œdème du visage ou du cou en faveur d'un œdème de Quick, modification de la voix, même recherche, gêne respiratoire, perte de connaissance initiale, malaise et rougeur généralisée de tout le corps, antécédent d'allergie grave. Orange, j'envoie un BSAV immédiatement et l'appel est transféré au médecin de la coordination pour décider ou non de l'envoi immédiat d'un moyen médical. Aucun des signes ci-dessous, eh bien c'est une verte qui est transférée au SAMU parce que là encore, le plus fréquemment, un médecin venant quelque temps après à domicile, un transport éventuellement par une ambulance privée, suffisent à bien prendre en charge une telle demande. Arme à feu, là on n'est pas discriminant, coma, détresse respiratoire, détresse circulatoire, on part avec une ambulance de réanimation, un VSAV, toute plaie par arme à feu est systématiquement analysée par le médecin et avant même que le médecin commence l'analyse, un VSAV est déjà parti de manière réflexe. C'est cette diapositive qui est un des indicateurs qualité. Vous avez compris que ce que je redoutais, ce que nous redoutions dans la construction de cette herbe de tri, d'abord, c'est de faire quelque chose de trop médical, qui soit hors sol pour des opérateurs qui sont la cible de cette modification. Et c'est pour ça que la majeure partie du groupe de travail a bien été des opérateurs de la coordination. Enfin, c'est ce sous-triage qui serait inacceptable en termes de services rendus à la population. Et en se mettant d'accord sur le tableau de bord en interne brigade et avec les 4 SAMU, voilà un indicateur qui est rassurant. Regardez de mois en mois, sur les 11 mois de l'année 2014, l'évolution d'une illustration directe du sous-triage, à savoir les transferts de vertes, ces appels qu'on imaginait sans rapport avec la nécessité d'une intervention VSAV, et qui se transforment, une fois arrivés au CRA du SAMU, en intervention médicalisée. À l'évidence, la dimension du sous-triage est relevée de manière pertinente. Et vous voyez qu'en février, à un moment où on a été obligé de guerre lasse de faire du tri extrêmement vif, parce qu'on n'avait plus les moyens de faire autrement, mais on n'avait pas encore eu le temps de construire un rationnel scientifique, on a vu une brutale augmentation de cet indicateur de sous-triage.
Et dès lors, en septembre, qu'on a déployé l'arbre d'Adotri, qui a pourtant été modifié ensuite en fonction des retours d'expérience instantanés, on a diminué de moitié, on est revenu dans le range de 1% de procédures vertes, d'interventions qu'on imaginait sans valeur ajoutée de VSAV, où finalement il fallait un moyen médical. Donc on ne prétend pas du tout être à zéro défaut, on dit simplement qu'on a diminué de 10% le nombre d'interventions de VSAV, en retrouvant le même chiffre que 2013 de sous-triage, à savoir de 1%. Finalement, en conclusion, et je reprends finalement les termes de monsieur l'académicien qui a dirigé avec vous l'organisation de ce congrès, c'est bien sur le patient qu'on se recentre, en termes de services rendus et aussi en termes de vie du groupe, des secouristes, des médecins préhospitaliers, pour bien se serrer sur cet enjeu-là, c'est le seul. Ensuite, la crise nous oblige à être efficients. Le système proposé, qui était d'amener 3 secouristes professionnels en 8 minutes au pied d'un domicile pour s'occuper de quelqu'un éventuellement en rapport avec les secours, est très efficace. Mais on ne peut plus se l'offrir. Et on est obligé de serrer nos interventions pour aller là où on modifie véritablement, par cette intervention, le parcours de soins d'un patient. Enfin, et là, j'ai aucune prétention nationale, elle est purement à peine régionale, c'est important de se caler sur un territoire de santé et de se mettre en partenariat avec les partenaires préhospitaliers, quels qu'ils soient. Pour moi, les 4 SAMU. Enfin, au-delà de la volonté, il faut un rationnel scientifique et la construction d'une démarche qualité. Et puis l'enjeu futur, puisque les systèmes, par exemple, de la coordination médicale et du CRA vont de plus en plus se communiquer d'informations, c'est bien l'aptitude des systèmes d'information à se parler de manière autonome. Merci beaucoup pour votre attention. Merci professeur pour cet exposé. Donc je vais rappeler maintenant le docteur Ergen pour nous parler des plateformes intégrées 15-18. Docteur Ergen. Vous voulez faire pareil, vous mettre avec une main ok, ça marche. Voilà, donc je vous avais prévenu, hein, bis repetita, vous revoyez le même, mais sur un discours différent, et quelque chose de simple, on va avancer. Ouais, pardon. Les plateformes communes, alors je regrette effectivement de parler des plateformes communes sans l'autre partenaire des plateformes communes, même si on pourrait parler aussi des services de police et de gendarmerie, mais ce n'est pas l'objet principal du jour. Bon, 24,3 millions d'appels, ça a été dit, hein, on a une volumétrie qui est importante. On transforme ces appels en moins de départ, naturellement, parce qu'il y a des appels qui ne sont pas suivis de départ. Un délai moyen d'arrivée entre l'appel et le premier véhicule de secours en France, qui est de 12 minutes 40. Bon, la moyenne, ce n'est pas le meilleur indicateur, hein. On pourrait parler de médiane, on pourrait consacrer qu'il y a des distributions qui sont très inégales selon les territoires, mais ce n'est pas non plus l'objet de mon propos. Vous dire que dans cette période-là, entre 2008 et 2012, qui est une période très récente, on n'est pas du tout dans l'histoire, on est pratiquement dans l'immédiateté, les uns et les autres, donc d'une part les CTA, les sapeurs-pompiers, et d'autre part les centres de réception et de régulation des appels du 15, dans les SAMU, ont connu les uns et les autres une croissance, je ne sais pas comment mettre pour éviter ce larcène, ont connu une croissance assez soutenue. Il faut que je tienne le micro plus près, me dit-on. Voilà une croissance qui est peut-être plus vraie encore pour nos camarades des SAMU, mais pour des raisons qu'on a déjà évoquées, en particulier de l'effritement, pour ne pas dire plus, de la permanence des soins ambulatoires, qui, je pense, est un réel problème. Alors, il existe un lieu commun, il existe une réalité, il existe un débat. Le lieu commun ne signifie pas que ce soit inexact. Le lieu commun, c'est de dire, mais bon sang, pourquoi tout le monde ne se met-il pas ensemble? Et lorsqu'on parle d'une plateforme unique, on ne parle pas nécessairement que du SAMU et des sapeurs-pompiers. On parle aussi des services de police et de gendarmerie. En tout cas, effectivement, il paraît relever de l'évidence qu'on trouve un bénéfice à avoir un site unique pour recevoir ces 3 types de demandes de secours
qui sont les appels envoyés au 15, les appels envoyés au 17 et les appels envoyés soit au 18, soit au 112. En 2008, on pouvait dénombrer 16 plateformes communes. En 2013, c'est le dernier rapport annuel, on en dénombrait 31. Elles figurent ici sur cette carte, elles sont tout à fait morcelées, enfin cette carte est tout à fait morcelée. Il faut voir aucune cohérence géographique. Il faut y voir simplement les opportunités et des choix qui ont été opérés selon, la possibilité matérielle de réaliser ces plateformes, deuxièmement, la philosophie qui est sous-tendue. Je ne vais pas évoquer trop longuement la possibilité matérielle, mais effectivement, quand vous avez l'une et l'autre structure qui sont assises, appuyées sur des infrastructures qui existent, qui fonctionnent, lorsque vous avez des locaux adaptés chez les uns et les autres, il paraît beaucoup plus difficile d'aller se réunir, à partir de rien, d'aller entamer un chantier un petit peu difficile, que lorsque l'un ou l'autre des partenaires se pose la question de ces infrastructures. En d'autres termes, quand vous avez deux maisons bien construites, vous n'allez pas créer un immeuble. Quand vous avez l'un des deux au moins qui a peut-être des difficultés dans l'infrastructure, c'est l'occasion. Donc premièrement, il y a un effet qui est assez aléatoire, qui est l'effet d'aubaine ou de possibilité. Deuxièmement, il y a un débat, et il y a un vrai débat. Alors je ne suis pas sûr qu'on le mènera aujourd'hui, parce qu'il faudrait pour avoir un débat un contradicteur, mais en tout cas la position aujourd'hui de la Fédération, la position schématiquement des sapeurs-pompiers, est de dire qu'il nous paraît vraiment rationnel de réunir ces plateformes. Pas uniquement, et je vais tenir un discours qui ressemble à ce que je viens de dire tout à l'heure, pas uniquement pour gagner de l'argent. Bien sûr qu'on va sans doute faire quelques économies d'échelle, bien sûr que si on a un bâtiment au lieu de deux, on paiera un petit peu moins d'électricité, un peu moins de chauffage, mais ce n'est pas aussi simple que ça. En général, on ne fait pas un CTA ex nihilo, on ne fait pas un CRA 15 ex nihilo, on est déjà dans des infrastructures. Bon. Donc bien sûr qu'on a ce bénéfice-là, mais ce bénéfice-là, il n'est certainement pas le premier bénéfice. Nous pensons, premièrement, que les plateformes dites virtuelles, à l'aide d'interconnexions informatiques, dans leur écrasante majorité, ne sont pas aussi interopérables que ça. C'est très difficile d'avoir des systèmes d'information vraiment interopérables et qui aillent au-delà d'un échange d'adresses ou d'une visualisation de l'activité du voisin. Je ne dis pas que c'est impossible, on pourrait en trouver, mais en tout cas c'est un peu difficile. Et assez souvent on parle de plateformes virtuelles pour décrire des situations où il existe une interopérabilité, mais en tout cas elle ne nous paraît pas, là où elle existe, là où on l'observe, elle ne nous paraît pas suffisamment avancée pour qu'on puisse se dire qu'il n'y a vraiment aucun sujet à se mettre en commun. Le deuxième motif, il est souvent invoqué, nous pensons qu'il est vrai, il est dans la meilleure connaissance de l'autre, et où schématiquement, quand on boit le café à côté, on est quand même un petit peu plus enclin à comprendre les valeurs de l'autre, à comprendre les difficultés de l'autre et à éviter ce qui a été dit, c'est-à-dire les vieilles guéguerres. Mais ça ne suffit pas. Dire ça, c'est insuffisant parce qu'il existe des plateformes communes, physiques, où on a tiré le rideau, où on a fermé la porte, et on a deux machines à café, et on se regarde de travers. Et ça, c'est dommage. Mais ça existe. Il ne faut pas être simpliste, il ne faut pas être un petit peu trop naïf et imaginer qu'il suffit de se mettre ensemble pour que ça fonctionne bien. Et la troisième raison nous semble être celle d'une doctrine réellement partagée. Et ça m'amène à dire qu'il me semble que les plateformes communes qui existent ont précédé une doctrine réellement partagée. Et une doctrine réellement partagée, c'est de dire, dans telle situation, il est opportun d'engager telle et telle réponse. Et clairement, les réponses, ce sont d'une part les VSAV, dont on a déjà parlé, peut-être d'autres moyens, mais aussi des transporteurs sanitaires, puisqu'aujourd'hui les centres 15 déclenchent des transporteurs sanitaires, sur des opérations où bien souvent les sapeurs-pompiers vont partir parce que l'évaluation de la situation n'était pas forcément la plus fine possible, ou parce que un point de vue n'est pas forcément l'autre. En d'autres termes, on n'a pas forcément la même doctrine. Et nous pensons que travailler ensemble, peut-être ça va nous faire économiser quelques calories ou quelques économies d'échelle. Peut-être qu'en buvant le café ensemble, ça nous permettra de mieux nous connaître. Mais surtout, nous pensons que ça peut favoriser l'émergence d'une doctrine réellement unique. Il y a beaucoup de plateformes uniques,
qui continue à voir coexister deux doctrines. Alors, c'est certainement plus qu'une fin en soi, la plateforme commune, c'est certainement un moyen vers ce qui nous paraît important, c'est cette doctrine partagée. Ce qui vient d'être présenté me paraît être l'illustration, un exemple d'une doctrine partagée. Aujourd'hui, il n'y a pas, à ma connaissance, il n'y a pas de plateforme unique 15 et 18 en région parisienne. Peut-être que demain, il y en aura une. Toute réflexion rationnelle nous pousserait à marcher vers une plateforme commune. Mais en tout cas, il existe, ce qui n'existe pas dans beaucoup de plateformes physiques, il existe une doctrine qui est en train d'être, enfin, des doctrines qui sont en train d'être convergentes. Et je pense que c'est le plus important. Donc oui, nous militons pour les plateformes communes. Nous pensons qu'il faut réunir autant que possible ces plateformes d'appel parce que ça nous paraît relever de l'évidence, parce qu'il y a un facteur humain qui est important, mais surtout, ces plateformes uniques doivent venir servir une doctrine commune. Et ce qu'on imagine de cette doctrine commune, c'est d'une part la réception des appels d'urgence sur un numéro unique, c'est autre chose encore. Mais nous pensons qu'il faut aller vers ce numéro unique. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, il faut éteindre les 15, les 17, les 18. Mais nous pensons que le 112 a vocation à devenir le numéro unique. C'est ensuite un front office de débruitage, comme ça a été évoqué. C'est ensuite un traitement de la première urgence qui est destiné à opérer ce qui vient de vous être montré, c'est-à-dire est-ce que oui ou non, la situation qui m'est exposée relève d'une action de secours et alors quel est le vecteur le mieux adapté, et enfin, un traitement à plus haute valeur ajoutée, on pourrait dire, ou alors un petit peu plus spécifique, qui pourrait être soit celui du médecin, le médecin régulateur, et c'est autre chose que ce tri qui vient d'être évoqué, hein. C'est une deuxième analyse qui se consacrera pour la grande majorité des occurrences sur des situations qui ne relèvent pas d'opérations de secours, parce que des appels survenant au 15, seule une petite minorité conduit à une opération de secours. Il y a beaucoup d'autres situations qui relèvent de la permanence des soins, qui relèvent du conseil, qui relèvent de situations médicales et pas seulement de situations de secours. Mais aussi d'opérations d'alerte qui relèvent de la sécurité publique. C'est un autre champ, mais le champ de la sécurité publique ne doit pas être disjoint, ne doit pas être séparé du champ de la sécurité civile. Donc voici l'état de notre réflexion qui est favorable à ces plateformes communes, pas uniquement pour faire des économies. Ces économies, sur le plan financier, sont souvent marginales. Elles peuvent correspondre à un effet d'aubaine, mais sinon elles ne sont pas majeures. Mais parce que vous rapprochez les personnes et surtout, vous favorisez l'émergence d'une doctrine commune. C'est cette doctrine commune qui est probablement l'élément le plus important, et passer d'une logique de concurrence, en quelque sorte, à une logique de complémentarité. Ce sont des belles paroles, mais concrètement, ça peut se mettre en œuvre, et ce qui vient d'être présenté en est une illustration. Je vous remercie. Merci, docteur. Nous allons donc maintenant changer un peu d'uniforme. Et je vais demander à monsieur Patrick Hugh donc de venir nous parler de géolocalisation. Voilà, donc Patrick Hugh est gérant d'assistance ambulance à Nantes. C'est Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler surtout de l'organisation du CSA 44, qui est l'équivalent de l'ATSU, l'Association des transporteurs sanitaires de notre département. Alors, notre département est un département un petit peu, qui est particulier au niveau de l'organisation ambulancière, puisque ça fait 30 ans maintenant que nous sommes organisés pour répondre à la demande du SAMU Centre 15. Et depuis maintenant 2003, nous avons travaillé sur ce qu'on appelle la géolocalisation. Donc, on a d'abord recruté une coordinatrice ambulancière,
qui est dans les locaux du SAMU Centre 15 et qui est surtout à l'écoute de la salle. Alors, on a bien fait la différence dans notre département entre ce qu'on appelait la permanence de soins, avec des délais d'intervention dans les 30 minutes, et sans obligation réelle de matériel spécifique autre que celui de la liste DAS à l'époque, la liste ARS maintenant. Donc on a travaillé sur cette liste-là qui était très importante. Donc on a mis des défibrillateurs. Tous les véhicules géolocalisés sont des véhicules lourds, donc susceptibles d'être médicalisés par une équipe SMUR. Ils sont tous équipés de défibrillateurs, de multiparamétriques, de planches de relevage, etc. Et surtout, la formation du personnel embarqué est revalidée de façon annuelle et pour beaucoup sont formés au PHTLS ou à la MLS. Donc ça, c'était un cahier des charges pour nous qui était très important puisqu'on prend quand même en charge des patients, donc il faut les répondre au mieux. Alors, la géolocalisation, on est parti sur ce qui se faisait, on fait des échanges aussi avec le Québec, et on a vu ce qui se faisait là-bas à travers la politique du guet armé. La politique du guet armé, pour nous, c'était pas possible, bien évidemment. Donc, on a décidé de mettre une balise dans les 110 véhicules lourds du département qui correspondaient au cahier des charges et de déclencher, par le biais du SAMU Centre 15, le véhicule le plus près du lieu d'intervention. Alors voilà comment se présente l'affiche sur le lien Centaure 15. On voit sur la première intervention l'heure de départ de l'ambulance, l'heure d'arrivée sur place, l'heure de départ du domicile et après on aura l'heure d'arrivée au CH et l'heure de mise à disposition. C'est la même chose que les VSAV ou que l'engagement d'un véhicule SOS médecin derrière qui lui par contre n'a pas la remontée d'horaire. Donc ça figure dans la fiche du patient. Sur le plan médico-légal, c'est quelque chose de relativement important pour nous. Et la cartographie qu'a notre coordinatrice et les armes du SAMU Centre 15, c'est celle-ci. Donc ça lui permet de visualiser l'ensemble des véhicules sur le département. Et surtout d'anticiper une éventuelle carence. C'est ce qu'on fait par exemple l'été où on a quand même une partie côtière qui est relativement problématique avec des difficultés de circulation. Quand on voit que le secteur est dégarni, elle peut faire déplacer un véhicule. L'intérêt aussi pour nous, c'est qu'un véhicule par exemple qui part de Nantes et qui va déposer un patient à Saint-Nazaire peut repasser dispo dès Saint-Nazaire et surtout le trajet peut être déclenché en départ immédiat. Donc voilà comment se présente une fiche qui arrive donc sur les plateformes des entreprises. Donc on a le détail de la pathologie et le délai demandé. La traçabilité, donc on voit le point de départ du véhicule jusqu'au lieu d'intervention. Ça, on peut le ressortir si on a éventuellement un problème, pareil, de délai d'intervention. On peut ressortir la traçabilité, voir si le véhicule est bien parti à l'heure, par où il est passé, etc. Donc là, on a le récapitulatif, donc l'heure de déclenchement 15h58, le temps imparti de gélologue qui ressortait 5 minutes. L'arrivée sur lieu s'est fait à 16h04, donc 6 minutes, et le bilan a été passé au SAMU Centre 15 à 16h16. Donc seule l'urgence préhospitalière est déclenchée par la géolocalisation, ce qu'on appelle la permanence de soins qui correspond à la garde préfectorale. Elle est déclenchée en des délais 15 ou 30 minutes. Les bilans sont obligatoires. Alors même chose pour les bilans, on a travaillé avec nos collègues du SDIS. Les fiches bilans des sapeurs-pompiers, les fiches bilans des ambulanciers sont identiques en Loire-Atlantique, sauf la partie parturiente qui est un peu plus complète sur la partie ambulancière et la partie traumatologie est un peu plus complète sur la partie SDIS, puisque c'est deux interventions qui correspondent plus à chacun. Donc là, c'est le nombre d'appels
avec les carences qui tournent autour de à peu près 3,5% de façon régulière. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Je vais demander donc maintenant à Philippe Segondi de se présenter, qui va parler de là-bas, comme vous voulez, pour parler donc de l'apport de la télémédecine et de la paramédicalisation. Bien, bonjour à tous. Je tiens tout d'abord à remercier l'organisation de Secours Expo pour avoir fait une place à la paramédicalisation des secours dans cette séance inaugurale, et en particulier à M. Sylvain Lay, avec qui on a beaucoup échangé sur cette paramédicalisation, et on y a ajouté une composante télémédecine. Alors moi, ce que je tiens à vous dire tout d'abord, c'est que mes propos concernent uniquement la paramédicalisation qui est développée chez les sapeurs-pompiers. En aucun cas, je vais aborder aujourd'hui la paramédicalisation qui est mise en œuvre par les associations agréées de sécurité civile, la paramédicalisation qui est mise en œuvre par les transporteurs sanitaires privés, par les sociétés de rapatriement, par les sociétés de médicalisation d'événements ou éventuellement par le service de santé des armées. Mais vraiment, mes propos sont centrés sur les sapeurs-pompiers. Et je pense que c'était important qu'il y ait une part sur la paramédicalisation dans cette séance inaugurale, dans un contexte où on parle de dispensation des soins d'urgence en moins de 30 minutes à l'échelle du pays, et où la paramédicalisation peut effectivement être une solution pour tenir cette promesse présidentielle. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on balaye 4 parties. Une première partie historique, je vous rassure, très rapide. Ensuite, faire un focus sur la situation actuelle, parler des pistes d'évolution, et enfin aborder la télémédecine. Concernant l'historique, il y a quelque chose qui est assez intéressant à savoir, c'est que des infirmiers chez les pompiers, ça date pas d'il y a 20 ans, il y en avait au début du XXe siècle. Il y avait même des préconisations qui disaient que dans chaque corps de sapeurs-pompiers, il devait y avoir un sapeur dédié aux missions de l'infirmier. Alors à l'époque, le diplôme d'état d'infirmier n'existait pas, mais en tout cas, un sapeur-pompier devait être formé pour prendre en charge les blessés. Cette situation s'est vite arrêtée au profit de la médecine d'urgence qui s'est développée dans les années 60-70 et qui a complètement laissé de côté la paramédicalisation. Cette paramédicalisation, on la retrouve plutôt à la fin des années 80, où on a des expérimentations d'infirmiers qui sont sapeurs-pompiers par ailleurs, donc qui ne sont pas du tout employés en tant qu'infirmiers chez les pompiers, mais qui sont employés comme sapeurs-pompiers généralistes, et ils interviennent soit aux côtés des médecins de sapeurs-pompiers, pour les aider dans leur mission, soit éventuellement seuls, et ils mettent en œuvre des soins, mais d'une manière un peu désordonnée. Il faut attendre les années 90 et plusieurs expérimentations pour que cette paramédicalisation se structure avec l'apparition des protocoles infirmiers de soins d'urgence. Dès les années 95, on commence à avoir dans plusieurs départements des expérimentations sérieuses qui vont conduire la DSC de l'époque, le ministère de l'Intérieur, à créer 2 statuts, un statut d'infirmier de sapeur-pompier volontaire en 1999 et un statut d'infirmier de sapeur-pompier professionnel en 2000. À partir de ce moment-là, la paramédicalisation est lancée et on va connaître durant toutes les années 2000 une croissance très très importante de cette paramédicalisation sur l'ensemble du territoire. On a recruté massivement des infirmiers, on a eu une généralisation des protocoles infirmiers de soins d'urgence dans quasiment tous les départements, signés par les médecins-chefs des services de santé et de secours médicaux des pompiers. Et puis on commence à avoir des vecteurs dédiés, comme vous le voyez sur cette diapositive, des vecteurs qui servent qu'aux infirmiers pour pouvoir faire de la paramédicalisation des secours. Ça, c'est les années 2000, et il faudra attendre 2008 pour avoir une reconnaissance officielle avec le référentiel commun SAPAMU. Et là, ça mérite qu'on s'arrête 1 minute sur le référentiel commun SAPAMU, puisque aujourd'hui, le référentiel commun SAPAMU de juin 2008 est bien la doctrine française des services publics en matière de soins et de secours d'urgence. Donc pour mémoire, c'est un document qui a été rédigé par 4 parties, le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur, les représentants des médecins urgentistes et les représentants des sapeurs-pompiers. Et qu'est-ce que dit ce référentiel? Il dit qu'en France, les pouvoirs publics doivent être en mesure de mettre en œuvre
une réponse secouriste sur l'ensemble du territoire, une réponse paramédicale composée des infirmiers de sapeurs-pompiers, et enfin une réponse médicale dispensée soit par les SAMUSMUR, soit par les équipes médicales sapeurs-pompiers. Donc on est tout à fait aujourd'hui dans la mise en œuvre de ce référentiel. Ce référentiel détermine également des situations durant lesquelles les infirmiers peuvent intervenir, des situations qui nécessitent la mise en place d'un protocole infirmier de soins d'urgence. Il y en a exactement 17 qui sont référencés donc dans l'annexe 6 de ce référentiel et qui, normalement, doivent guider les médecins-chefs à créer les protocoles infirmiers de soins d'urgence. Après ce rappel historique, je vous propose qu'on regarde la situation aujourd'hui. Alors, ce n'est pas vraiment aujourd'hui, puisque les chiffres de la DGSCGC datent de 2013, mais la situation récente. Ouais. En France, aujourd'hui, on dénombre à peu près 6500 infirmiers. 6500 infirmiers, à 95% sapeurs-pompiers volontaires. Ça, c'est vraiment important à comprendre, c'est que la majorité des infirmiers en France sont des sapeurs-pompiers volontaires. Les sapeurs-pompiers professionnels, les infirmiers professionnels, étant essentiellement là pour encadrer ces personnels. Sur 2013, ces infirmiers ont réalisé 140 000 interventions qui ont donné lieu à 54 000 mises en œuvre de protocoles. Ce qui fait un protocole dans un peu moins de 40% des cas. Alors ça ne veut pas dire que dans les 60 autres % des cas, les infirmiers n'ont rien fait, je vais vous l'expliquer après, mais ça veut dire que dans 40% des cas, ils ont mis en œuvre une thérapeutique avant l'arrivée d'une équipe médicale ou en remplacement d'une équipe médicale. Sur ces protocoles infirmiers de soins d'urgence, donc sur les 54 000, on dénombre 3 700 prises en charge d'arrêt cardio-respiratoire et 19 000 protocoles de prise en charge de la douleur. Juste pour mémoire, parce que peut-être que certains parmi vous connaissent pas bien la profession d'infirmier, la profession d'infirmier est prévue dans le Code de la santé publique et définit 3 types d'actes que peuvent réaliser les infirmiers, au sens large, qu'on soit à l'hôpital, en libéral ou dans une structure publique ou privée. Tout d'abord, il y a les actes du rôle propre. Donc on est sur une liste d'actes. Il y a des actes sur prescription médicale. Et puis enfin, il y a des actes sur protocole. Qu'est-ce que c'est que le protocole? C'est ni plus ni moins qu'une prescription médicale, mais blanche. C'est-à-dire sans le nom du patient. C'est comme si, au lieu de dire à Madame X, vous allez injecter tel médicament, on dit à toutes les situations X que vous allez rencontrer, vous allez injecter tel médicament. Les actes sur protocole peuvent être réalisés à l'hôpital, bien entendu, mais peuvent être également réalisés en dehors de l'hôpital. Alors on disait, dans 40% des cas, les infirmiers réalisent un protocole, mais ils ne font pas que ça. Ils font également des bilans complémentaires paramédicaux, en complément des bilans secouristes. Ils peuvent appuyer les sapeurs-pompiers dans les gestes de premier secours. Bien entendu, ils participent au conditionnement des patients, c'est-à-dire le fait de poser un scope, le fait de poser une voie veineuse périphérique, et puis ils peuvent initialiser des thérapeutiques sur protocole. L'atout majeur de cette réponse, qui est l'atout majeur des sapeurs-pompiers en France, c'est le maillage territorial. Aujourd'hui, en France, on dénombre un peu plus de 7000 casernes de sapeurs-pompiers, ce qui nous permet d'être vraiment dans tous les territoires, y compris les plus ruraux, les plus reculés. Donc le premier intérêt de la paramédicalisation, c'est d'être un élément précurseur avant l'arrivée d'une équipe médicale. Si je prends l'exemple de mon département, qui n'est pourtant pas un département très rural, moi je suis dans la région lyonnaise, il n'est pas rare pour autant qu'un infirmier de sapeurs-pompiers arrive 15, 20, 25 minutes avant l'arrivée d'une équipe médicale sur un arrêt cardio-respiratoire. Et là, on peut penser très facilement que ça change quand même la donne. Le deuxième intérêt de cette paramédicalisation, c'est économiser l'intervention d'une équipe médicale. Et ce n'est pas remplacer, je vous le redirai à la fin de mon intervention, mais c'est économiser pour laisser l'équipe médicale disponible pour faire autre chose. Et ça, ce n'est pas inintéressant dans le contexte actuel de rareté des moyens médicaux. Et puis économiser également peut-être pour rendre le système un peu plus efficient et plus économique. Cette profession, elle est intéressante et c'est ce qu'on essaye de faire passer au sein de la Corporation des sapeurs-pompiers parce qu'elle fait vraiment l'alliance des compétences du monde de la santé, en particulier de l'hôpital, d'où sont issus 80% des infirmiers, et du monde de la sécurité civile et des sapeurs-pompiers. C'est une profession qui allie la double compétence, qui est capable de travailler avec des techniques de soins sur des standards hospitaliers, mais dans un milieu dégradé, donc avec des équipements de protection individuelle sapeurs-pompiers, qui est capable de s'intégrer dans une chaîne de commandement, qui est capable facilement d'utiliser des outils cartographiques, de radio, sapeurs-pompiers.
Donc c'est vraiment une profession qui est à la croisée des chemins et qui la rend tout à fait intéressante. Alors si on regarde maintenant les pistes d'évolution concernant cette paramédicalisation des secours, eh bien c'est assez facile parce qu'elles ont été tracées il y a un peu moins d'un an dans un rapport qu'ont rendu les deux inspections, donc l'inspection générale des affaires sociales et l'inspection générale de l'administration. Donc rapport qui était chargé d'évaluer l'application du référentiel commun SAPAMU de 2008. Qu'est-ce que disent les inspecteurs? Ils disent tout d'abord, et ça c'est très important, qu'il ne faut pas arrêter la paramédicalisation. Ils disent qu'au contraire, il faut la valoriser et qu'il faut pérenniser l'activité des infirmiers de sapeurs-pompiers. Et ensuite ils disent, et ça aussi c'est très important, qu'il faut passer du stade des initiatives un peu foisonnantes, locales, désordonnées, non structurées, non coordonnées, souvent soumis à la bonne volonté d'un médecin-chef, à une organisation rationnelle. Alors ils font des propositions concrètes. Ils disent qu'il faut tout d'abord définir une réelle doctrine d'emploi des infirmiers de sapeurs-pompiers. C'est ce qu'on est en train de faire au sein du comité national de suivi du référentiel, puisque prochainement devrait sortir une circulaire interministérielle reprécisant la doctrine d'emploi des infirmiers de sapeurs-pompiers. Ensuite, il faut établir des protocoles nationaux de référence. C'est peut-être un point faible aujourd'hui de la paramédicalisation en France, c'est qu'elle est soumise au bon vouloir d'acteurs locaux. Il manque sans doute un peu de cohérence dans tout ça et qu'on ait la même prise en charge de l'antalgie qu'on soit à Strasbourg, à Bordeaux ou à Lille. Et enfin, quelque chose d'assez novateur, il faut promouvoir la télémédecine et accélérer les transferts de compétences. Donc deux choses très différentes. D'un côté la télémédecine, et on va y revenir, et d'un autre côté les transferts de compétences. Alors les transferts de compétences ne sont pas du tout spécifiques au milieu préhospitalier. Ils ont été introduits par la loi Hôpital Patient Santé Territoire, et en particulier son article 51, qui dit que dans le domaine de la médecine, on peut faire du transfert de compétences entre deux professionnels de santé, c'est-à-dire transférer un acte qui était dévolu bien souvent à un médecin, on peut le transférer sur un auxiliaire médical. Aujourd'hui, on a peu de dossiers sur le transfert de compétences en médecine préhospitalière. Pour autant, on pourrait en ouvrir des nombreux. Je pense entre autres à la perfusion intra-osseuse, je pense entre autres à la lecture de CG, je pense entre autres à l'auscultation pulmonaire. On pourrait tout à fait avoir demain un certain nombre d'actes qui pourraient être transférés. Mais il y a également la télémédecine qu'on peut mettre en œuvre. Et la télémédecine, c'est assez intéressant puisque en ce moment, c'est une des priorités du ministère de la Santé. Pas spécialement pour le milieu préhospitalier, c'est une priorité bien souvent dans le domaine hospitalier pur, mais nous on pourrait tout à fait l'utiliser en préhospitalier, parce que ce que dit le Code de la santé publique, c'est que la télémédecine, donc qui est une pratique médicale à distance, qui utilise des nouvelles technologies de l'information et des communications, permet d'établir un diagnostic et permet également de prescrire soit des produits, soit des actes de soins. Donc on pourrait tout à fait imaginer demain un dispositif sous protocole, c'est-à-dire quand on arrive sur un arrêt cardio-respiratoire, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas deux manières de le prendre en charge. Donc là, pour le coup, c'est assez simple de protocoler. Quand on est sur des choses un peu plus complexes, c'est le cas par exemple des douleurs thoraciques non traumatiques, c'est le cas des détresses respiratoires aiguës ou des intoxications médicamenteuses volontaires, ça mérite peut-être, avant de mettre en place une thérapeutique, qu'on ait un contact avec la régulation médicale et qu'on ait peut-être une prescription qui soit prévue en amont. Et là, il y a sans doute quelque chose à construire. Alors, ça nécessite par contre de s'équiper, parce qu'aujourd'hui, très clairement, chez les sapeurs-pompiers, on n'est pas du tout prêt à ça. Ça nécessite entre autres d'équiper nos ambulances pour pouvoir faire du transfert de données patients. Pour pouvoir faire du transfert de données patients. Pour pouvoir transférer des images, on peut penser que ça peut être intéressant pour un médecin régulateur à un moment donné de voir le patient. On pourrait transmettre bien entendu des électrocardiogrammes, et ça c'est plutôt quelque chose aujourd'hui qui est déjà en place. Et on pourrait transmettre également de l'auscultation pulmonaire. Là, il y a un essai en cours en France. Alors, quels pourraient être les freins potentiels de cette mise en place de la télémédecine? Le premier, il est économique. Il ne faut pas se leurrer. Aujourd'hui, les SDIS, les services d'incendie et de secours, ne vont pas investir massivement dans la télémédecine. Donc, il faut absolument qu'on trouve un système, un moyen gagnant-gagnant entre la santé et l'intérieur pour qu'il y ait une solution économique, un modèle économique qui soit trouvé. Ensuite, on peut avoir un frein technologique. Parce que faire de la télémédecine sur Paris, c'est facile, il y a de la 4G de partout. Faire de la télémédecine en milieu rural profond où Antares passe pas et où on n'a pas de 3G, c'est tout de suite plus compliqué. Donc il y a sûrement des freins technologiques à lever. Et puis enfin, les plus gros sont sans doute les freins organisationnels.
C'est-à-dire qu'il faut faire travailler tout le monde ensemble, et ça, vous le savez comme moi, c'est pas très très simple. Et d'ailleurs, je voudrais terminer là-dessus, c'est que faire travailler tout le monde ensemble, c'est pas simple. Pour autant, il faut qu'on y arrive. Il faut qu'on y arrive et il faut qu'on arrête systématiquement d'opposer la médicalisation et la paramédicalisation. Il n'y a pas d'opposition entre les deux. Elles sont complémentaires. Elles sont sincèrement complémentaires. Pour deux choses. Tout d'abord, améliorer la prise en charge des patients. C'est fondamental. Et améliorer aussi l'efficience du dispositif dans un contexte de finances publiques qui est peut-être plus tout à fait le même qu'il y a 20 ans. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci Philippe Secondi pour cet exposé très clair et très complet. Alors, avant de vous laisser aussi la parole à travers d'éventuelles questions, je voudrais qu'on revienne à Monsieur Yu, puisqu'il revient en fait du Canada. Il nous a expliqué tout à l'heure qu'il travaillait main dans la main avec le Canada. Il revient donc il y a quelques jours de Ottawa et Gatineau, si je ne me trompe pas. Et il va aussi comme ça pouvoir nous décrire un peu ce qu'il se passe là-bas et de l'organisation aussi un peu spécifique des secours. Oui, le système canadien est très différent du nôtre puisque ce sont des paramédics. Le médecin ne sort pas de son cadre hospitalier, la formation n'est pas la même. Ils ont 3 ans, voire 3 ans et demi de formation, complètement adaptés à la prise en charge préhospitalière. Et leur principe aussi pour raccourcir les délais, c'est tout simplement la politique du guet armé. Donc le véhicule quitte la base, mettons à 15 h, va revenir à 23 h. Entre-temps, il ne rentrera pas du tout, il sera constamment en mouvement pour être au plus près de la potentielle intervention qui va arriver, quoi. Donc le système est quand même très différent à ce qui se fait en France. On se rapproche un peu de ce que vous disiez avec la paramédicalisation des moyens. On voit quand même que c'est efficace, puisque sur les ACR, ils sont beaucoup plus performants que nous sur le taux de récupération, puisqu'ils sont pas loin de 17%. Nous, si je me trompe, on est aux alentours de 4%. C'est bien ça. Donc, pour ce qui est de notre organisation dans le département, on s'est inspiré de ça. Donc, c'était le but, c'est ça, c'est déclencher le véhicule le plus près du lieu d'intervention pour ce qui est des ambulances privées, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a des réactions déjà au niveau des personnes qui sont ici au pupitre? Je ne sais pas si on m'entend. Oui. Comment font-ils dans les territoires ruraux? Parce que le Québec, ce ne sont pas que des villes. Et si on comprend très très bien dans un terrain urbanisé qu'on puisse fonctionner par ce guet armé, comment est-ce qu'ils font la campagne? Alors, dans la campagne, ils s'appuient sur ce qu'on appelle les premiers intervenants. Donc des personnes sont formées avec du matériel aussi, type défibrillateur. Alors, les premiers intervenants, ça peut être les sapeurs-pompiers là-bas, qui ne font pas de secours à victimes, mais qui peuvent participer à l'aide médicale. Et aussi éventuellement le médecin, voire le garagiste, enfin les personnes qui peuvent être formées à intervenir rapidement. Merci. Très bien. Allô, allô, ça ne marche plus? 1, 2, 1, 2. Ouais. C'est à vous maintenant. Je ne sais pas si vous avez éventuellement des questions à poser à nos intervenants. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lever la main. Oui, il y en a une ici. Alors, je ne sais pas si notre charmante hôtesse est toujours disponible pour le micro. Donc, je vais faire la charmante hôtesse. Désolé. Alors, n'hésitez pas à bien parler dans le micro et à éventuellement vous présenter si vous le jugez nécessaire. Bonjour, Daisy Akoué, merci pour vos présentations. Ma question s'adresse notamment au docteur Patrick Ergen sur la question des plateformes communes et doctrines communes. Alors, à titre personnel, je suis plutôt pour le 112 parce qu'il ne me semble pas admissible de demander aux citoyens d'anticiper les moyens qui seraient
nécessaires pour sa situation en amont. Alors ma question est la suivante, que faut-il penser de la création en juin 2014 des numéros d'urgence 191 et 196, respectivement pour les secours en montagne, secours aéronautiques qui vont vers un centre opérationnel de l'armée de l'air et les secours en mer qui vont vers le CROSS. Merci. Les pompiers, on s'est étonné de la création de ces numéros-là, pour être très franc, qui sont hyper spécialisés. Alors il y en a un qui est hyper spécialisé, il y en a un deuxième qui est spécialisé. Parce que les secours aéronautiques, c'est un peu compliqué, hein. Quand vous êtes dans un avion, vous faites 121.5, c'est une fréquence VHF, et puis vous demandez les secours. Mais enfin, c'est les pilotes qui vont faire ça. Si vous êtes à terre, je ne sais pas combien de gens feront le 191. Donc ça nous paraît étonnant, et ça ne nous paraît pas conforme à une politique un peu plus globale qui est celle du numéro unique. Il en est de même pour le 196, je crois, pour le secours en mer. Alors on est sûr d'arriver au CROSS, c'est très bien. C'est pareil, hein, les marins, ils font le 16, le canal 16 hein, sur leur VHF. Ceux qui ne sont pas marins, je ne sais pas s'ils sauront faire le 196. Il me semble que ça répond sans doute à des logiques de satisfaction peut-être de certains créneaux. Ça fait plaisir, ça fait probablement plaisir aux gens qui sont en charge de ces secours. On a besoin de ces plateformes spécialisées, on a besoin des CROSS, on a besoin des centres qui coordonnent les recherches d'aéronefs, parce que c'est très compliqué, c'est très spécifique. Mais ça peut tout à fait passer par un centre public d'appel des secours. Donc nous pensons que c'est étonnant, que finalement ça n'a pas beaucoup de conséquences, sinon de brouiller un petit peu les messages. C'est de l'anecdote. Nous aurions préféré qu'on consacre un peu plus d'efforts sur des vrais numéros d'appel commun et sur des vrais enjeux un peu plus généraux. Il faut juste que notre régisseur ait le temps de switcher entre les micros, donc vous en faites pas. Oui, je me permets, excusez-moi, de compléter juste mes propos. Ce qui était étonnant, c'est qu'il y avait dans un rapport de la Fédération française des télécommunications qui émettait un avis défavorable en indiquant qui militait plutôt pour le 112, en indiquant que c'était plutôt fait pour ça et aussi pour des raisons techniques de mémoire. Et la réponse qui était faite était que les opérateurs au 112 n'étaient pas assez spécialisés. Donc moi, la logique aurait voulu plutôt qu'on forme peut-être les opérateurs 112. Je vais répondre très brièvement. Ce n'est pas la question. Les opérateurs du 112, ils n'ont pas vocation à être compétents dans l'allocation des ressources pour le sauvetage en mer, ni dans l'organisation d'une recherche d'aéronefs, qui sont des choses très spécialisées. En revanche, la compétence nécessaire pour identifier qu'on recherche un aéronef ou pour identifier qu'on va porter secours en mer, elle est quand même assez basique. Se contente de transmettre l'appel vers soit le CROSS, soit la structure que je n'ai pas en tête, s'agissant des recherches d'aéronefs. Voilà. Donc je pense très sincèrement que la vraie raison, elle est plutôt dans la satisfaction de demandes un peu sectorielles, plutôt que dans un processus extrêmement rationnel. Il n'y a pas de rationnel. Alors je veux bien qu'on dise que les 112 ne sont pas compétents pour rechercher des avions, mais ce n'est pas la question. La question, c'est est-ce que le citoyen, il va savoir faire le 196 ? Et avant que vous me posiez la question, j'avais déjà oublié ces deux numéros. Et je suis peut-être éclairé, sans doute au moins comme la moyenne des citoyens sur cette question. Je n'aurais pas su vous dire 191, 196. Je les ai vus passer, je les ai oubliés 5 minutes après. Et pourtant, ça m'intéresse. Merci. Une autre question ? Oui, allez-y. Bonjour. Moi, je voudrais revenir sur l'expérience de la Brigade des pompiers de Paris. Elle me paraît très, très intéressante. Est-ce qu'elle a été prolongée pour arriver à discriminer au-delà dans les engagements des moyens? Je pense en particulier au travail fait au sein des SAMU pour savoir si il faut engager un vecteur de transport sanitaire moins urgent qu'un moyen d'urgence des sapeurs-pompiers, ou si on peut aller simplement jusqu'à travailler avec la médecine ambulatoire. Alors pour aller plus loin vers l'expérimentation, ce qui est finalement le fil de la pensée que vous évoquez, monsieur, il fallait avoir des premiers résultats qualitatifs. Et c'est ces premiers résultats que je vous ai présentés en dernière diapositive. Et dès lors qu'on aura un étayage suffisant pour ce résultat qualitatif, probablement qu'on pourra se poser d'autres questions.
à savoir quelle équipe, éventuellement le nombre de personnes dans l'équipe, mais je préfère y aller progressivement en serrant à chaque étape une nouvelle évaluation qualitative que de changer plusieurs paramètres de l'équation au même moment, ce qui fait qu'à la fin, le résultat devient illisible. Une autre question, une autre réaction dans la salle? Non? Non, bah écoutez, très bien. Alors, moi j'en ai une quand même, une petite. On a vu avec vous les différentes solutions qui pouvaient être mises en place par les différents acteurs de secours. Mais pour lutter aussi contre cette sollicitation croissante, on va dire, donc plutôt qu'exponentielle des secours, ne faut-il pas aussi faire un effort en termes de prévention des risques et d'éducation des populations aux gestes qui sauvent? Peut-être le docteur Edgen, oui. Comme la question est large, je prends le micro, mais... Oui, deux choses. Premièrement, on ne veut pas lutter contre la sollicitation exponentielle, on veut simplement améliorer notre façon de répondre. Je pense que c'est normal qu'on puisse apporter un numéro d'urgence, des numéros d'urgence, et c'est normal de répondre aux sollicitations. Ce contre quoi il faut lutter, c'est la dispersion, et ce qui, in fine, nous conduit à être moins efficient. Je comprends ce que vous dites quand vous posez la question, mais pour nous, ce n'est pas un problème d'être sollicité, c'est notre métier. On est là pour ça. Si on commence à dire arrêtez de nous embêter, arrêtez de nous appeler, je pense qu'on se trompe. En revanche, si on est un petit peu précis, si on distribue des messages intelligibles, là on fait notre boulot. Donc notre boulot, c'est de répondre aux appels et d'envoyer ce qui est le plus efficient. Et trop souvent, on a tenu des messages simplistes qui consistaient à dire arrêtez de nous appeler, arrêtez de nous embêter. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est d'être capable de s'organiser. Et si vous regardez comment sont organisées les plateformes d'appel dans d'autres registres que l'urgence, vous constatez quand même qu'on est à l'époque de l'artisanat, là où il s'agit vraiment d'une industrie. Donc je ne m'étends pas à autre mesure, ce n'est pas la question, mais de manière incidente, je voudrais le dire. Donc on va passer de l'artisanat très qualifié à un système qui doit être tout aussi qualifié, mais qui doit être un peu plus rationnel en tout cas. Je ne sais pas si le mot industriel est parfaitement adapté, mais en tout cas qui doit être un peu plus rationnel. Les structures de nos plateformes d'appel ne sont pas du tout à jour. Et si on discutait avec des gens dont c'est le métier, parce que c'est un métier technique, si on discutait avec des gens qui sont en charge des plateformes d'appel, d'opérateurs téléphoniques, d'assurances, de grands groupes, on nous rirait au nez. Ça, c'est une première chose. Tu veux intervenir? Peut-être, oui. Et la deuxième chose, et je vais laisser le professeur Tourtier intervenir, parce que je pense qu'il veut réagir à ce que je viens de dire. La deuxième chose, c'est oui, il y a un effort à faire dans la prévention. C'est un des actes de travail, un des axes de travail, notamment du ministère de l'Intérieur. Et vous savez, et c'est un exemple, que la campagne qu'on mène en faveur d'installation des détecteurs autonomes et avertisseurs d'incendie, les détecteurs de fumée, est un exemple d'action de prévention qui consiste à supprimer la survenue, enfin en tout cas réduire la survenue du sinistre. Donc bien sûr que oui, il faut le faire, premièrement. Et deuxièmement, nous pensons que c'est aussi le travail des acteurs du secours. Pendant très longtemps, on s'est dit, nous les sapeurs-pompiers, les autres professions peut-être moins, mais nous les sapeurs-pompiers, on s'est dit, on est là pour intervenir, le reste, faites avec, débrouillez-vous. Et puis finalement, on intervient, donc on est très valorisé. C'est aussi valorisant de faire de la prévention. En Grande-Bretagne, les sapeurs-pompiers ont des pratiques tout à fait différentes. Notre rôle, c'est aussi de délivrer les messages de prévention dans notre domaine. Et un exemple, et je vais citer celui-ci, mais on peut citer aussi naturellement l'enseignement du secourisme, et en particulier vers le grand public, mais un exemple, c'est celui de cette loi qui va nous obliger à partir du 8 mars prochain à ce que chaque habitation soit équipée d'un détecteur de fumée. Il n'y a pas de manière plus stupide que de mourir, alors qu'aujourd'hui, on peut être averti de la fumée en mettant au plafond un détecteur. Oui, je voulais poursuivre sur ce que vient de dire Patrick Ergen. Je voulais réagir en fait à un terme provocateur que tu as employé. Mais pour illustrer sur la prévention et reprendre cette histoire de détecteur de fumée, le travail scientifique RAMSEPS qui montre qu'en mettant des détecteurs de fumée, on diminue les incendies et les morts par incendie, il a plus de 15 ans. New England, étude américaine, dans des quartiers pauvres, qui montrent qu'effectivement, en faisant du porte-à-porte dans ces quartiers pauvres, pour convaincre de la nécessité d'installer ces matériels, il y a moins d'incendies et moins de morts. On a mis 15 ans
plus de 15 ans à se convaincre en France de cette nécessité. Donc ce travail d'enseignement auprès de la population, c'est un travail à long terme et pourtant qu'il faut mener. Parce que c'est ça qui va sauver le plus de vies. Deuxième point, pour la logique industrielle. J'ai beaucoup aimé la provocation, comme tu sais faire, du langage. Mais quand on traite 24 millions d'appels par an, c'est pas choquant de parler de logique industrielle. Et quand on regarde la gestion du risque vue par les industriels, finalement, on revient sur des éléments de ta présentation. C'est-à-dire que la méthode d'analyse alarme, la motelle de Risol, le fromage à suisse à trous, etc., quand on réanalyse les dysfonctionnements, c'est essentiellement des dysfonctionnements humains, dans près de 80% des cas. Donc l'image d'une équipe qui partage la même machine à café, c'est fondamental, et qui est suffisamment consciente du très bon service qu'elle rend à la population, et c'est notre cas, pour regarder ces dysfonctionnements les yeux dans les yeux. Merci beaucoup. Je vous invite d'ailleurs, si vous êtes intéressé par ce sujet des DAF et des accidents de la vie courante, à venir à la conférence qui aura lieu cet après-midi à 14 h en salle 2. Voilà, alors je ne sais pas si ça suscite de nouvelles questions. Ça n'a pas l'air d'être le cas, donc dans ce cas-là, écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venus. Et je vous donne rendez-vous à 12h15 pour le point de situation sur les attentats à Charlie Hebdo. Merci beaucoup. Pour Expo,